Je m'appelle Olivia Bennett. J'ai 32 ans, il y a 3 mois, j'étais le genre de femme que les magazines d'affaires aiment qualifier de « self-made ». À partir d'une table pliante installée dans mon garage, j'avais créé une entreprise à 8 chiffres que les habitants de Seattle respectaient. J'avais un bel appartement, une fille qui pensait que je pouvais tout réparer, et juste assez de fierté pour croire que si je travaillais plus dur que les autres, la vie finirait par être équitable. J'avais tort. Et la nuit où ma mère m'a exclue de sa vie, j'étais assise sur le siège avant de mon 4x4, ma fille endormie à l'arrière, enveloppée dans 2 minces couvertures et brûlante de fièvre. Mon téléphone s'est allumé avec un message si froid qu'il a fait paraître toute la voiture plus petite. Elle m'a dit que je n'étais plus sa fille. Au lever du soleil, mes comptes étaient bloqués. Ma société s'effondrait sous des accusations que je savais fabriquer. Et le même nom de famille qui m'ouvrait des portes était soudain utilisé pour les claquer toutes. Je me disais que j'avais touché le fond. Puis l'hôpital a refusé mon enfant malade parce que ma voiture était en panne. Puis la pluie a commencé à frapper le pare-brise si fort que je pouvais à peine m'entendre penser. Puis une Rolls-Royce noire s'est arrêtée à côté de ma voiture et une étrangère en est sortie, comme si elle avait été envoyée d'un monde qui ne m'appartenait plus. Elle m'a dit qu'un milliardaire mourant avait passé des années à chercher la femme qui lui avait sauvé la vie. D'une manière ou d'une autre, cette femme, c'était moi. Je pensais qu'elle avait la mauvaise voiture, la mauvaise nuit, la mauvaise femme brisée. Je n'avais aucune idée qu'avant que les gens qui m'avaient effacé ne me revoient, toute ma famille se figerait à la seconde où je reviendrais dans leur monde. Avant que je ne vous raconte ce qui s'est passé après que cette Rolls-Royce s'est arrêtée à côté de ma fenêtre, dites-moi quelle heure il est, où vous êtes, et d'où vous regardez, parce que j'ai le sentiment que ceci va voyager plus loin que je ne l'ai jamais fait. Pendant 6 semaines, je me suis répété que l'effondrement devait être un malentendu. Mon entreprise, Econest Home, ne s'est pas effondrée parce que les clients ont cessé de l'aimer. Elle s'est effondrée parce que quelqu'un s'est introduit dans son système sanguin et a commencé à couper une artère après l'autre. Tout d'abord, une chaîne de magasins régionale a suspendu notre lancement après avoir reçu des documents anonymes affirmant que notre ligne de rangement en bambou provenait d'usines non certifiées à l'étranger. Ensuite, notre processeur de paiement a gelé presque chaque dollar de nos ventes en ligne pendant qu'il examinait une vague de rétrofacturations suspectes qui se sont toutes produites dans les 48 heures. Ensuite, le propriétaire de notre entrepôt a changé les serrures après que la banque a appelé notre ligne de crédit. C'était trop coordonné pour être un hasard, trop propre pour être de la malchance. J'avais construit Econest à partir d'une table pliante, de 2 étagères empruntées et de la conviction que des produits ordinaires pouvaient être améliorés sans mentir aux gens. Nous vendions des savons rechargeables, des articles de cuisine à faible teneur en déchets, de la literie biologique, des choses simples, mais honnêtes. C'est de cette honnêteté que j'étais le plus fier. C'est aussi, je l'ai appris trop tard, ce qui m'a rendue dangereuse pour les mauvaises personnes. Une semaine avant que tout n'implose, j'ai trouvé une trace de facture qui n'avait aucun sens. L'un de nos plus gros fournisseurs de matières premières avait un contrat parallèle avec une association sans but lucratif qui était discrètement liée à la fondation de ma famille. Lorsque j'ai insisté pour obtenir des réponses, des réunions ont été annulées. Les gens ne répondaient plus aux appels. C'est alors que ma sœur aînée Isabella a proposé son aide. Elle m'a dit qu'elle pouvait parler aux bonnes personnes, calmer les donateurs et faire taire les rumeurs. J'y l'ai cru, car pendant la majeure partie de ma vie, j'ai voulu croire le meilleur de ma famille, plus que la vérité. 2 jours plus tard, l'un de mes plus gros clients m'a transmis un courriel privé qu'il avait reçu d'Isabella. Il l'avertissait que faire des affaires avec Econest pouvait l'exposer à une atteinte à sa réputation et à une fraude dans la chaîne d'approvisionnement. Elle l'a signé en tant que conseillère soucieuse de protéger le nom de Bennett. Je me souviens d'avoir fixé l'écran et d'avoir senti quelque chose en moi se refroidir physiquement. Lorsque je l'ai confrontée, elle n'a même pas nié. Elle a dit que j'étais devenu imprudent, têtu, embarrassant. Elle a dit que j'entraînais la famille dans un scandale auquel j'étais trop naïve pour survivre. Ce soir-là, je suis allée directement chez ma mère. Pas pour me battre. Pas même pour mendier de l'argent. Je voulais juste qu'une personne de ma famille me dise que c'était allé trop loin. Elle m'a fait attendre dans son salon pendant 20 minutes, puis est entrée habillée pour le dîner. Comme si j'étais une gêne entre 2 plats. Je lui ai dit qu'Isabella avait sapé mes affaires. Je lui ai dit que les accusations contre Econest étaient fabriquées de toutes pièces. Je lui ai dit qu'Emma et moi allions tout perdre si personne ne mettait fin à cette situation. Ma mère m'a écouté avec le genre de visage que les femmes riches perfectionnent après des années de déjeuners de charité et de mépris silencieux. Puis elle a dit, Olivia, quand une maison prend feu,
On ne discute pas avec la fumée. Tu t'éloignes avant qu'elle ne te tâche. Je lui ai demandé si elle allait vraiment rester là et laisser ses filles se détruire les unes les autres. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit, non, Olivia. La fille protège cette famille. L'autre a choisi de se rendre jetable. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne m'étais jamais tenue à l'écart du problème. J'étais au cœur du problème. À la fin de la semaine, le bail de mon appartement avait été résilié. Mes comptes professionnels avaient été gelés, mes investisseurs s'étaient volatilisés et ma mère avait publié, par l'intermédiaire de la fondation familiale, une petite déclaration polie indiquant que la famille Bennett n'avait aucun lien avec mes décisions professionnelles et qu'elle ne ferait aucun autre commentaire à ce sujet. J'ai vendu ma table à manger, puis mon appareil photo, puis 2 bracelets que ma grand-mère m'avait laissés. Emma pensait que nous réduisions nos effectifs pour partir à l'aventure. Elle avait 7 ans, elle était brillante et douce, et elle avait ce genre de confiance qui vous pousse à devenir une meilleure personne pour le mériter. J'ai commencé par nous loger dans un motel bon marché. Une fois l'argent épuisé, j'ai rabattu les sièges arrière de mon 4x4 et je lui ai dit que nous allions camper en ville. Pendant la journée, nous nous cachions dans la bibliothèque municipale de Seattle, où elle lisait des livres d'images et dessinait des maisons avec des bacs à fleurs pendant que je postulais pour des emplois qui ne rappelaient jamais. Et la nuit, nous nous garions dans le coin d'un parking Walmart et partagions des sandwichs au beurre de cacahuètes sous un faible plafonnier. Emma appelait le SUV notre vaisseau spatial. Je l'appelais temporaire parce que je ne pouvais pas me permettre de l'appeler maison. Le dernier jour avant que tout ne change, j'ai compté 3 fois l'argent dans mon portefeuille. C'était tout ce qu'il me restait. Emma toussait déjà, une petite toux rauque qui semblait trop grosse pour son corps. Elle a essayé de sourire et a dit qu'elle allait bien. Les enfants mentent comme ça quand ils vous aiment. Cette nuit-là, lorsque j'ai touché son front et que j'ai senti la chaleur se dégager de sa peau, j'ai réalisé que je n'avais plus le temps. La tempête s'est abattue sur l'eau. Une de ces nuits froides de Seattle où la pluie ne tombe pas tant qu'elle n'attaque. Emma était recroquevillée à l'arrière du SUV, son lapin sous le menton, frissonnant même si sa peau était brûlante. Sa respiration avait changé. Elle était superficielle et rapide, avec une petite prise humide à la fin qui faisait monter la panique en moi si vite que j'avais l'impression de m'étouffer. J'ai enclenché la voiture et me suis dirigé vers la salle d'urgence la plus proche, en grillant des feux pour lesquels je me serais arrêté n'importe quelle autre nuit. J'ai continué à lui parler dans le rétroviseur pendant tout le trajet. Reste avec moi, chérie. On y est presque. Maman te tient. J'ai dû le répéter 50 fois, peut-être parce que j'avais besoin que l'une d'entre nous y croie. Les urgences étaient lumineuses, bondées et cruelles comme le sont les lieux épuisés. Un commissaire au triage a jeté un coup d'œil à Emma et a demandé une chambre. Pendant 10 belles secondes, j'ai cru que nous étions en sécurité. Un interne a écouté ses poumons, a commandé de l'oxygène, a prononcé le mot pneumonie et m'a dit qu'il fallait l'hospitaliser. On m'a alors envoyé au service des admissions. La femme derrière la vitre m'a demandé mon assurance. J'ai répondu que je n'avais pas de couverture active. Elle m'a demandé un acompte. Je lui ai donné ma carte de débit. La machine a émis un bip, puis un autre. Refusé. Elle a essayé une deuxième fois avec la même expression détachée et prudente que les gens utilisent lorsqu'ils ne veulent pas que la malchance les touche. Refusé. Je lui ai dit que ma fille avait 7 ans et qu'elle luttait pour respirer. Je lui ai dit qu'ils avaient déjà dit qu'elle devait rester. La femme a baissé la voix et a glissé un devis en papier sous la vitre, comme si elle me faisait une faveur. Je ne me souviens pas du chiffre exact parce qu'après 4 chiffres, mon cerveau a cessé de considérer ce montant comme de l'argent et a commencé à le considérer comme un mur. Ils ont proposé de faire des ordonnances et de la faire sortir. La faire sortir. En pleine tempête. En pleine fièvre. Sur le siège avant d'une voiture qui sentait les couvertures humides et la peur. Je suis retournée dans la chambre dans une sorte de transe. Une infirmière aux yeux fatigués a retiré la pince à oxygène du doigt d'Emma et a murmuré qu'elle était désolée. Désolée est le mot le plus solitaire au monde lorsque vous êtes pauvre et que votre enfant est malade. J'ai ramené Emma à travers les portes automatiques, la pluie me soufflant au visage. Et je l'ai de nouveau allongée dans le SUV. Je lui ai donné le dernier médicament liquide contre la fièvre que j'avais acheté dans une épicerie et je me suis assise sur le siège du conducteur en serrant le volant si fort que mes paumes me faisaient mal. Je n'ai pas pleuré avec grâce.
J'ai éclaté en sanglots. J'ai posé mon front sur le volant et j'ai supplié l'univers de ne pas me prendre ma fille parce que je n'avais déjà plus rien à échanger. Je crois que je venais de décider de me rendre chez ma mère et de faire une scène sur sa pelouse lorsque des phares ont traversé la pluie à côté de moi. Une longue Rolls-Royce noire s'est garée dans l'espace vide à côté de mon SUV. Tellement polie qu'elle paraissait irréelle sous les lumières de l'hôpital. J'ai d'abord pensé que la sécurité avait finalement décidé que j'avais l'air trop pathétique pour être laissée seule. Puis la portière arrière s'est ouverte et une femme en est sortie. Vêtue d'un manteau sombre qui coûtait probablement plus cher que mon premier mois de loyer. Elle s'est approchée de ma fenêtre et a tapé une fois. Elle n'était pas agressive. Pas timide. Elle est sûre d'elle. J'ai baissé la vitre d'1 pouce. La pluie a giclé à l'intérieur. Elle s'est penchée et a dit: Mademoiselle Olivia Bennett. Je l'ai regardée fixement. Elle avait une 50aine d'années, était élégante et sévère, avait des cheveux argentés soigneusement épinglés en arrière et des yeux qui semblaient avoir vu toutes sortes de désastres et qui n'étaient pas faciles à effrayer. Elle dit: Je m'appelle Margaret Hale. Je représente Monsieur Theodore Grant. Cela fait 10 ans qu'il essaie de vous retrouver. J'ai vraiment cru que j'avais des hallucinations dues à l'épuisement. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas la bonne personne. Elle a dit: Il y a 10 ans, sur le pont Aurora. Une berline a traversé le rail sous la pluie et a basculé dans l'eau en contrebas. Vous êtes descendu à sa suite. Vous avez tiré le conducteur jusqu'à la moitié de la fenêtre brisée avant que les premiers secours n'arrivent. Vous êtes parti avant que quelqu'un puisse prendre votre nom. Vous vous en souvenez maintenant? Et je m'en souviens. Je me suis souvenu de l'eau glacée, des éclats de verre, de mes genoux qui glissaient sur le béton mouillé et d'un homme qui se vidait de son sang dans le col d'un manteau de luxe pendant que je lui criais de rester éveillé. J'avais 22 ans, je rentrais chez moi en voiture après une double journée de travail et j'étais trop jeune pour réaliser que les gens dans des voitures de luxe ne mouraient généralement pas dans l'anonymat. Je l'ai sauvé parce qu'il était là. Puis je suis parti parce que je n'avais aucune idée de qui il était. Et aucune raison de penser que ma vie croiserait à nouveau la sienne. Margaret a dû voir la reconnaissance sur mon visage, car sa voix s'est légèrement adoucie. Monsieur Grant est mourant, dit-elle. Il est très malade et n'a appris votre identité que récemment. Il vous a demandé spécifiquement. Elle jeta un coup d'œil vers la banquette arrière et vit Emma, rougissante et à peine consciente sous mon manteau. Son expression changea. C'est votre fille, j'ai hoché la tête. Margaret n'a pas perdu une seconde de plus. Monsieur Grant dispose d'un cabinet médical privé et d'un médecin sur place. Si vous me suivez maintenant, votre fille pourra être soignée avant que nous ne parlions d'autre chose. Mon instinct me disait de ne pas faire confiance aux miracles qui arrivent dans des voitures de luxe. Mon instinct maternel me disait qu'Emma n'avait pas une nuit de plus pour que ma fierté s'arrange. J'ai donc suivi la Rolls-Royce sous la pluie. Sur des routes sombres et sinueuses que je reconnaissais à peine, jusqu'à une propriété fermée située sur une crête au-dessus de la ville. Et la maison n'était pas à accent grave l'œil, c'était pire. C'était le genre de richesse tranquille qui n'a jamais besoin de s'annoncer. Pierre, verre, cèdre, lumière chaude, silence parfait. Avant que je n'ai fini de me garer, un médecin et 2 infirmières étaient déjà devant ma porte. Ils ont soulevé Emma du SUV avec une rapidité toute pratique, tandis qu'un médecin aux cheveux blancs se présentait comme le docteur Samuel Reeves et écoutait son thorax sous l'allée couverte. Et elle a écouté la poitrine de la jeune femme sous l'allée couverte. Pneumonie grave. Elle a besoin d'oxygène et d'antibiotiques en intraveineuse immédiatement. Ils l'ont emmenée dans la maison et dans une aile médicale privée si efficace que l'hôpital avait l'air d'un théâtre. Personne ne m'a demandé de carte. Personne n'a glissé un formulaire sous une vitre. On s'est contenté de soigner mon enfant. J'y suis resté près du lit d'Emma, dans des vêtements mouillés, et j'ai regardé le chiffre de l'oxygène sur le moniteur grimper en flèche. 90, 92, 95. Jusqu'à ce que je doive m'agripper à la barre parce que le soulagement m'a frappé si fort que mes jambes ont cessé d'être les miennes. Margaret m'a alors touché le bras et m'a dit: Monsieur Grant est réveillé. Il aimerait vous remercier lui-même. J'ai regardé ma fille à travers la vitre, endormie sous des couvertures blanches et propres, son visage reprenant lentement des couleurs, et pour la première fois depuis des mois, je me suis éloignée de son lit. Sans avoir l'impression que le monde me punirait pour cela. Et la chambre de Theodore Grant ressemblait moins à une chambre à coucher qu'à un centre de commandement dont les bords avaient été adoucis parce que la mort était proche. Il y avait des moniteurs médicaux près du lit, mais aussi des étagères de modèles d'expédition,
des cartes routières encadrées, des registres en cuir et un mur de fenêtres géantes qui donnait sur l'eau noire et les lumières de la ville au loin. Elle était plus maigre que n'aurait dû l'être un homme avec une voix comme la sienne. Le cancer l'avait creusé, mais il n'avait pas affaibli ses yeux. Elle était alerte, pâle et étrangement amusé lorsqu'il me vit, comme s'il avait passé un long moment à imaginer la fin d'une histoire et qu'il était soulagé de découvrir qu'elle avait finalement gagné. Elle m'a demandé de m'asseoir. Sa voix était rude mais directe. Je me souviens de l'eau, a-t-il dit. Je me souviens de votre main frappant le verre et de votre visage furieux que je rende votre nuit plus difficile. Cela m'a fait éclater de rire, ce qui me paraissait presque anormal après les mois que j'avais vécus. Après l'accident, il a engagé des personnes pour retrouver la jeune femme qu'il avait sauvée. Ils n'y sont jamais parvenus. Vous avez disparu, a-t-il déclaré. Vous avez fait une grande chose, puis vous avez disparu dans la vie ordinaire, ce qui vous a rendu presque impossible à suivre dans un monde plein de gens qui cherchent désespérément à se faire remarquer. Il y a quelques mois, l'un de mes avocats a repéré votre nom dans un dossier d'entreprise. J'ai commencé à lire. Plus je lisais, moins je croyais que votre effondrement était accidentel. Je n'ai pas dit grand-chose. J'étais fatiguée, méfiante, reconnaissante, honteuse. Tout cela à la fois. Théodore a semblé le comprendre. Elle n'a pas insisté. Il m'a d'abord demandé des nouvelles d'Emma et quand je lui ai dit que son état se stabilisait, il a fermé les yeux, visiblement soulagé. Puis il a demandé des nouvelles d'Econest. Je lui ai raconté la version courte. Les factures qui ne s'additionnaient pas et la pression de ma sœur. Le silence de ma mère. Les rétrocessions. Les fonds bloqués. La campagne de chuchotement. Ce que je ne lui ai pas dit directement, bien que je soupçonne qu'il le savait déjà, c'est que ma famille ne s'était pas contentée de s'effacer lorsque j'avais besoin d'elle. Il m'avait marché sur les mains alors que j'essayais de ne pas me noyer. Théodore a écouté sans m'interrompre. Lorsque j'ai eu terminé, il a dit. Il existe un vieux mythe selon lequel les familles puissantes survivent parce qu'elles sont loyales. Elles survivent parce qu'elles savent quand sacrifier l'un des leurs pour garder la table propre. Je connais cette race de gens. Il a alors regardé vers les fenêtres, comme un homme qui mesure les années au lieu de la distance. J'ai créé Grande Dynamics à partir de 3 camions et d'un quai de chargement loué. Aujourd'hui, l'entreprise transporte des marchandises sur toute la côte ouest. Les gens pensent que les empires se construisent à partir d'une vision. Ils se construisent grâce à l'appétit. Le mien aussi. J'ai fait des erreurs, Olivia. Mais je n'ai jamais confondu appétit et vertu. Elle a demandé à Margaret d'apporter un dossier. Il était mince. Rien de dramatique. Juste assez pour être alarmant. Il m'a dit qu'il avait demandé à des gens d'examiner discrètement le schéma autour d'Econest après avoir reconnu mon nom. Plus il cherchait. Plus une entité apparaissait en marge des contrats de vente douteux, des campagnes de pression sur les donateurs et des factures de conseil fictives. La fondation de la famille Bennett. J'ai eu mal au ventre. Je lui ai demandé s'il était sûr. Il m'a répondu prudemment, la façon dont vous parlez quand la vérité fait plus mal si vous la précipitez. Assez sûr pour vous dire de ne plus faire confiance aux coïncidences. Théodore est mort 4 jours plus tard, juste avant le lever du soleil. La veille, je lui avais lu un extrait de l'un de ses propres mémoires d'expédition, car il disait qu'entendre la logistique à haute voix l'apaisait plus que la prière ne l'avait jamais fait. Emma respirait normalement à ce moment-là. Elle était assise dans son lit et dessinait de petites grues et des bateaux pour les infirmières. Sa mort n'aurait pas dû me frapper comme elle l'a fait. Je le connaissais depuis moins d'une semaine. Mais le chagrin ne mesure pas toujours le temps, parfois. Il mesure la reconnaissance. Elle a été la première personne puissante, depuis des mois, à me regarder et à ne pas y voir une mise en garde, une gêne ou une femme à un mauvais quart d'heure d'être jetable. Il m'a vu clairement, et puis il est parti. 2 jours après l'enterrement, Margaret nous conduisit, Emma et moi, en ville pour la lecture du testament. Le cabinet d'avocats s'élevait au-dessus de la baie d'Eliott dans une tour d'acier et de verre. La salle de conférence était sévère et silencieuse. L'avocat de Théodore, Harold Whitmore, était le genre d'homme qui avait probablement facturé des vies entières par tranche de 6 minutes. Il ne perdait pas de mots. Après plusieurs petits legs à des membres du personnel, à des organisations caritatives et à d'anciens collègues, il a croisé les mains et m'a regardé droit dans les yeux. À Olivia Bennett, dit-il, la femme qui a un jour sorti Théodore Grant de l'eau glacée et qui, selon lui,
Se souvient encore de la différence entre être testé et être acheté? Théodore laisse la participation majoritaire de 68% dans Grand Dynamics, Grand Ridge Estate, la majorité de son portefeuille de liquidités privées et les pleins pouvoirs sur ses directives de restructuration caritative. Pendant une seconde, j'ai cru que j'avais mal compris la langue anglaise. Je me souviens m'être tourné vers Margaret, car elle était la seule personne dans la pièce dont le visage était un tant soit peu humain. Elle m'a fait un petit signe de tête. Harold m'a ensuite tendu un deuxième paquet scellé que Théodore avait laissé avec des instructions explicites. Je l'ai ouvert dans la voiture, sur le chemin du retour, parce que mes mains n'arrêtaient pas de trembler tant que je ne l'avais pas fait. À l'intérieur se trouvait une lettre et un dossier d'enquête reliés. Et la lettre de Théodore était courte. Ce qui aggravait la situation. Il disait qu'il ne me laissait pas de récompense. Il me laissait un fardeau qu'il pensait que je pourrais porter honnêtement. Il a écrit que le dossier contenait des preuves qu'Eleanor Bennett et Isabella Bennett Cross avaient utilisé la fondation familiale pendant des années comme canal de blanchiment pour des dépenses personnelles, des honoraires de consultants frauduleux, des transferts illégaux et des moyens de pression contre les entreprises qui ne coopéraient pas avec elle. Et elle a écrit que lorsqu'Econest a refusé de faire passer des contrats par leur réseau privilégié et que j'ai commencé à poser des questions, ils ne se sont pas contentés de m'abandonner. Ils ont contribué à me détruire. Je me suis assis sur la banquette arrière, cette lettre à la main, tandis que la ville se brouillait par la fenêtre et qu'Emma dormait contre mon épaule. En bonne santé pour la première fois depuis des jours. L'héritage était écrasant. L'argent était irréel. Mais c'est le dossier qui a changé l'air autour de MOI. Ma mère et ma sœur n'avaient pas seulement choisi la réputation au détriment de moi. Elles avaient choisi la fraude, la cruauté et la stratégie. Elles avaient fait de moi le prix à payer pour que leur machine reste silencieuse. Lorsque nous avons atteint Grand Ridge, j'ai compris une chose avec une clarté absolue. Je n'avais pas été secouru. On m'avait remis une arme. Et Théodore Grant, même mort, m'avait fait confiance pour décider si la justice et la pitié pouvaient encore exister dans la même pièce. 2 semaines et demie plus tard, le gala de bienfaisance le plus autosatisfait de Seattle s'est déroulé dans la salle de bal du Fairmont, avec ses verres en cristal et sa compassion pratiquée. La fondation de la famille Bennett sponsorisait cet événement depuis des années. Ma mère adorait cette salle. Car tout le monde y comprenait ce qu'il en coûtait de faire semblant d'être décent. J'ai failli ne pas y aller. Puis j'ai réalisé que ne pas y aller serait encore une forme de peur, et j'en avais assez de laisser ma vie s'organiser autour du confort des autres. J'y suis donc allé. Les stylistes de Grant m'ont trouvé une robe noire qui m'allait comme une certitude. Emma portait une robe bleu foncé avec de petites fleurs argentées à l'ourlet et des chaussures vernies qu'elle ne pouvait s'empêcher d'admirer. Margaret nous a accompagnés jusqu'à l'entrée, puis elle m'a serré la main et m'a dit, quoi qu'il arrive, souvenez-vous de ceux qui ont dû ramper et de ceux qui ont dû attendre l'ascenseur. Cela m'a fait sourire quand j'en avais le plus besoin. La salle de bal est devenue silencieuse, de cette façon subtile qu'ont les salles coûteuses, où le silence est surtout fait de gens qui font semblant de ne pas regarder. Je suis entrée, la petite main d'Emma dans la mienne. Et elles étaient là. Ma mère près du mur des donateurs, en soie ivoire, ma sœur à ses côtés, en rouge, une main en équilibre sur le pied d'une flûte de champagne, comme si même la gravité lui devait le respect. Elles m'ont vu en même temps, et pendant 5 secondes entières, aucune d'entre elles n'a bougé. J'ai compté. 1, 2, 3, 4, 5. Le visage de ma mère s'est vidé en premier. L'expression d'Isabella a fait quelque chose d'étrange. Elle ne ressemblait pas à un choc. Elle ressemblait à une insulte. Comme si mon retour était impoli, puis l'entraînement a commencé. Ma mère a souri. Ma sœur a souri. Elles ont traversé la pièce vers nous, portant la chaleur comme un bijou loué. Olivia, a dit ma mère, avec ce souffle qu'elle utilisait en public lorsqu'elle voulait avoir l'air maternel sans s'engager dans quoi que ce soit de réel. Emma, ma chérie. Regarde-toi. Isabella s'est accroupie comme si elle avait pensé à ma fille tous les jours au lieu de nous laisser dormir dans une voiture. Elle a dit, tu as l'air si grande. J'ai dû empêcher Emma de se rapprocher instinctivement de moi. Les enfants se souviennent du froid mieux que les adultes ne le pensent. Ma mère m'a pris le coude doucement, comme si nous étions 2 femmes qui se retrouvaient après un malentendu anodin. Olivia, nous devrions parler en privé. Il y a eu une terrible série de malentendus. Malentendus, ai-je répété, parce que certains mots méritent qu'on leur réponde sans respect. Isabella s'est penchée et a baissé la voix. Nous savons pour Théodore Grant. Tout le monde le sait maintenant. C'est très soudain.
Et mère et moi voulons juste nous assurer que tu es protégé contre le genre de personnes qui t'utiliseront. J'ai presque admiré la rapidité avec laquelle elle s'est repositionnée de bourreau à conseillère. Ma mère a ajouté que la famille devait gérer les affaires familiales avec calme et dignité. Elle a dit qu'Emma ne devait pas être entraînée dans l'instabilité. Elle a ajouté que si j'avais besoin d'aide pour gérer mes nouvelles responsabilités, nous pourrions rétablir la confiance et prendre des dispositions raisonnables. Des arrangements raisonnables. C'est ce qu'elle a dit. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il fallait signer quelque chose, partager quelque chose. Donner suffisamment pour que nous puissions nous sentir à nouveau en sécurité. J'ai regardé autour de moi dans la salle de bal. La moitié de la classe sociale de la ville faisait semblant de ne pas écouter. Une conseillère municipale était restée immobile près de l'étalage de la vente aux enchères. 2 hommes d'une société d'investissement nous observaient ouvertement en buvant un verre. Ils savaient tous que quelque chose n'allait pas. Mais ils n'en connaissaient pas encore la forme. Et ma mère a alors tendu la main vers Emma, pensant peut-être que le moyen le plus sûr de revenir dans ma vie était de passer par la seule partie molle encore visible. Emma a retiré sa main avant que je n'aie le temps de dire un mot. Je m'en souviendrai toujours. Et la fausse chaleur du visage de ma mère a vacillé. Isabella s'est reprise la première et a souri plus fort. Olivia, dit-elle entre ses dents, nous offrons la grâce. J'ai dit, non. Vous offrez l'accès. Il y a une différence. Elle s'est redressée. La voix de ma mère s'est refroidie d'un demi-degré. Fais attention, Olivia. L'argent frais disparaît plus vite que les vieux problèmes. J'aurais dû m'en aller à ce moment-là, mais les mois passés dans le 4x4, l'hôpital, la façon dont Emma toussait sous 2 couvertures humides, tout cela montait en moi en même temps. J'ai donc dit la seule chose qui, je le savais, couperait l'herbe sous le pied de tous les auditeurs présents dans cette pièce. Intéressant ? J'ai dit, intéressant. Aucun d'entre vous ne s'est souvenu que nous étions de la même famille lorsque ma fille a eu une pneumonie à l'arrière d'une voiture. Le silence qui a suivi n'était pas subtil. Il était physique. Le visage de ma mère s'est figé. Isabella a jeté un coup d'œil autour d'elle pour voir qui avait entendu. La réponse était presque tout le monde. Un donneur près de la scène a regardé son verre comme s'il était devenu soudainement fascinant. Quelqu'un au bar le plus éloigné a murmuré « Oh mon Dieu !» C'est à ce moment-là que le pouvoir a basculé. Pas complètement. Pas encore. Suffisamment pour qu'il le sente. Ma mère s'est ressaisie et m'a dit que cette conversation n'était pas terminée. Isabella a sifflé que je faisais une erreur. Je me suis penchée à la hauteur d'Emma et lui ai demandé si elle voulait un dessert de la table de pâtisserie. Elle a immédiatement acquiescé. Puis j'ai regardé ma famille et j'ai dit. Cette conversation s'est terminée lorsque vous avez préféré une déclaration à votre propre petite fille. Profitez du gala. Emma et moi sommes partis, les laissant debout au centre de la pièce, le sourire enfin brisé. Plus tard dans la nuit, lorsque nous fûmes rentrés à la maison et qu'Emma fut endormie sous une épaisse couette blanche dans une chambre plus grande que notre ancien motel, elle me posa une question silencieuse. Pourquoi grand-mère a-t-elle été gentille si elle ne nous aime pas ? Je me suis assise sur le bord de son lit et je lui ai dit la vérité la plus douce possible. Certaines personnes n'aiment pas. Elle négocie. Elle a réfléchi une seconde et a dit, je ne veux pas être comme ça. Je l'ai embrassé sur le front et lui ai dit que c'était la meilleure promesse que nous puissions faire. Les choses se sont accélérées après le gala, car l'humiliation est de l'essence pour des personnes comme ma mère et ma sœur. En l'espace de 48 heures, un petit article sur papier glacé est apparu en ligne, insinuant que j'avais manipulé un homme mourant au cours de ces derniers jours. Isabella l'a reposté avec une légende sur l'importance de la diligence raisonnable et de la fraude émotionnelle. Une semaine plus tard, les avocats de ma mère ont déposé une requête demandant un droit de visite à Emma en raison de ce qu'ils appelaient l'inquiétude suscitée par mon instabilité soudaine, mon absence récente de domicile et mon exposition à une influence indue après un effondrement financier traumatisant. Ils n'essayaient pas d'obtenir la garde, ils essayaient de me faire peur, de me rappeler que même maintenant, avec tout ce que Théodore m'avait laissé, ils croyaient encore qu'ils pouvaient entrer dans ma vie et la secouer jusqu'à ce que j'y laisse tomber quelque chose de précieux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais cessé de réagir comme la fille qu'ils avaient élevée. J'avais commencé à réagir comme la femme qui leur avait survécu. Pendant qu'ils faisaient courir des rumeurs aux blogueurs et menaçaient d'intenter des actions en justice, Harold Whitmore avait déjà fait appel à un expert comptable. Le dossier de Théodore avait suffi à ouvrir des portes, mais pas à lui seul à clore une affaire.
Victor Lannes, le comptable, a parcouru les registres et les sociétés écrans comme un chirurgien. Elle a découvert que l'argent de la fondation de la famille Bennett passait par des sociétés de conseil qui n'existaient que sur le papier. Avant d'être réinjecté dans une holding immobilière liée au mari d'Isabella. Il a découvert que des fonds réservés aux donateurs avaient été utilisés pour rénover une propriété de vacances à Sun Valley. Elle a trouvé des factures pour la promotion du développement durable qui correspondaient presque parfaitement à la campagne de pression qui a tué Econest. Le plus cruel, c'est la mesquinerie de tout cela. Ils n'ont pas simplement détruit mon entreprise pour protéger un grand empire. Ils l'ont fait pour préserver plusieurs petits mensonges rentables. J'ai laissé la machinerie juridique se mettre en place tranquillement pendant que j'acceptais de les rencontrer. Ma mère a demandé une conversation privée dans le bureau familial du centre-ville, l'endroit même où j'avais l'habitude d'attendre après l'école pendant qu'elle terminait les réunions du conseil d'administration. J'ai dit à Harold que j'irais. Mais seulement s'il s'arrangeait pour que la pièce soit légalement surveillée depuis la suite de conférences adjacentes. C'est ce qu'il a fait. Isabella arriva la première, vive et furieuse dans sa laine crème, faisant les 100 pas avant même que ma mère n'entre. Eleanor est arrivée en second, plus calme que jamais, comme si la civilité elle-même avait été inventée pour dissimuler des menaces. Cette fois-ci, il n'y a pas eu d'accolade, pas de spectacle. Ma mère a commencé par un scénario familier. Elle déclara que la presse devenait hideuse et qu'Emma méritait la paix. Elle m'a dit que la famille pourrait créer une fiducie privée pour moi si je coopérais et si j'évitais les conflits publics inutiles. J'ai demandé ce que signifiait coopérer. Isabella a répondu avant que ma mère ne le fasse. Elle a dit: arrêtez de prétendre que vous avez mérité tout cela. C'est d'une part de contrôle dans Grande Dynamics à un organe de gestion externe que nous approuvons. Mettez fin à toutes les absurdités que vos avocats sont en train de creuser, et déclarez que les malentendus familiaux ont été causés par le stress. Elle a parlé de malentendus comme d'autres parlent de lutte contre les parasites. J'ai demandé s'il s'agissait du même genre de malentendu que celui qui a entraîné des débits sur les comptes de ma société et des appels de donateurs auprès de mes investisseurs. Ma sœur est restée immobile, puis elle s'est mise à rire. Ce n'était pas un son agréable. Olivia, dit-elle, Econest n'allait jamais survivre. Tu étais trop sentimentale pour changer d'échelle. Nous n'avons fait qu'accélérer ce qui était déjà vrai. Ma mère l'a interrompue et lui a dit de ne pas être imprudente. Mais le mal était fait. Je me suis penchée en arrière et j'ai demandé s'il s'agissait aussi d'un malentendu lorsqu'ils nous ont gardés, Emma et moi, en dehors de la maison familiale. Le visage de ma mère est resté indéchiffrable. Elle m'a dit, quand un enfant devient un boulet, une mère a le devoir de protéger la structure qui nourrit tous les autres. C'est ainsi que les choses se sont passées. Pas de déni. Pas même des excuses. Juste de la philosophie. Froide. Complète. Et dite sur le même ton que celui utilisé par d'autres femmes pour discuter de la disposition des tables. Isabella s'est alors penchée en avant et a joué la dernière carte qu'elle pensait avoir. Elle a dit que si je forçais ce combat, les vieux dossiers de mon sans-abrisme feraient surface au tribunal et que chaque jour moche passé par Emma dans ce SUV deviendrait une arme. Elle a dit que les juges s'intéressaient à la stabilité. Pas au sentiment. Elle m'a dit que je devrais peut-être réfléchir à la question de savoir si je voulais que ma fille soit interrogée par les enquêteurs des services de protection de l'enfance. J'aimerais pouvoir dire que je suis restée calme parce que je suis noble. En réalité, je suis restée calme parce que la colère avait fini par coûter cher et que la précision était devenue utile. J'ai donc regardé ma sœur et je lui ai dit, « Tu crois vraiment que je suis toujours la femme qui est venue ici pour avoir de la pitié ?» Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Ses yeux l'ont fait. À la fin de la réunion, ma mère m'a dit que les familles survivaient en serrant les rangs. Je lui ai répondu que certaines familles survivaient en mangeant les leurs. Lorsque je suis sortie. Harold attendait dans la pièce adjacente avec Victor et un procureur adjoint de l'unité de lutte contre la criminalité financière du comté de King. Chaque mot avait été enregistré. Chaque menace. Chaque aveu. Et la demande de droit de visite a été retirée 3 jours plus tard, probablement parce que leurs avocats ont soudain compris qu'ils avaient d'autres chats à fouetter. Puis la première citation à comparaître est arrivée. Puis la deuxième. L'enquête criminelle a demandé des dossiers. Le conseil d'administration de la Fondation Bennett a tenu une réunion d'urgence et 2 membres ont démissionné avant le coucher du soleil. Isabella m'a appelé 17 fois en une journée et a laissé 3 messages vocaux qui sont passés de furieux à effrayés, puis à vicieux à nouveau.
Ma mère n'a jamais appelé. Elle m'a envoyé un message qui disait simplement, « Tu confonds la vengeance et la justice. » Je l'ai regardé longuement avant de répondre, « Non. C'est toi qui m'as appris à faire la différence. » Le vendredi suivant, des agents sont arrivés au bureau de la fondation peu après 9 heures du matin. À midi, les médias locaux faisaient état d'une enquête financière active sur le détournement et le blanchiment de fonds caritatifs. Dans la soirée, une photo d'Isabella quittant le bâtiment avec des lunettes de soleil sombre et un blazer jeté sur les épaules faisait le tour de Seattle. La ville aime les femmes riches en détresse presque autant qu'elle aime les voir exposées. Mais même à ce moment-là, il ne me suffisait pas qu'ils aient peur. Je voulais qu'ils comprennent la perte comme ils me l'avaient attribuée. Pas la pauvreté. Pas la cruauté. Conséquence. Les arrestations ont eu lieu un lundi gris qui sentait le trottoir mouillé et l'expresso. J'étais dans la salle de conférence de Grande Dynamics en train d'examiner une révision de la conformité des expéditions lorsque le téléphone d'Harold a sonné. Elle a regardé l'écran, puis moi. Et tout ce qu'il a dit, c'est « ça a commencé ». Ma mère a été enlevée de la maison de la fondation juste après l'aube. Isabella a été arrêtée à l'extérieur de son bureau de courtage alors que 2 agents juniors préparaient des bouteilles d'eau pour la présentation d'une propriété de luxe. Selon la déclaration sous serment, ils ont été accusés de fraude électronique, d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent, d'obstruction et de conspiration. Le chiffre qui a fait la une des journaux était 14,2 millions de dollars, car les gens comprennent mieux la cupidité lorsqu'elle est exprimée par des chiffres. Le détail qui m'importait le plus était enfoui plus bas dans l'article. Une partie de la piste de l'argent se recoupait avec la destruction ciblée d'Econest par le biais d'honoraires de conseils frauduleux et de pressions coercitives sur les fournisseurs et les prêteurs. En d'autres termes, ils n'avaient pas seulement volé des étrangers. Ils avaient utilisé le vol pour aiguiser le couteau qu'ils m'avaient planté dans le dos. L'affaire s'est déroulée rapidement, car les affaires d'argent se déroulent lorsque la paperasse est bonne et que les défendeurs sont assez arrogants pour croire que la suppression de courriels compte comme une stratégie. L'audit de Victor Lann a été dévastateur. Les anciens employés de la fondation se sont effondrés les uns après les autres. Le mari d'Isabella s'est sauvé en coopérant plus tôt que prévu, ce qu'elle a pris, j'en suis sûre, comme la dernière insulte. Lors de l'audience préliminaire, ma mère portait du bleu marine et des perles et s'efforçait de ressembler à la retenue américaine personnifiée. Ma sœur avait l'air plus jeune sans maquillage et plus méchante sans public. Elles se sont toutes deux retournées lorsque je suis entrée. Aucune des deux ne s'attendait à ce que je sois là avec Emma. Je ne l'ai pas amenée dans la salle d'audience, bien sûr. Margaret l'a attendue à l'extérieur. Dans une salle de conférence privée, avec des livres de coloriage et des collations. Mais je voulais qu'elle sache que je n'avais plus à choisir entre dire la vérité et protéger ma fille. Je pouvais faire les deux. Lorsque j'ai témoigné, je n'ai pas joué la comédie. Je n'ai pas pleuré. J'ai expliqué la chronologie des affaires, la pression des donateurs, les comptes gelés, les factures fictives, les déclarations qu'ils ont faites dans ce bureau surveillé. J'ai décrit la nuit où Emma est tombée malade à l'arrière du SUV, non pas parce que j'avais besoin de pitié, mais parce qu'il faut mesurer le mal là où il se trouve. Ma mère m'a regardé pendant tout ce temps avec une expression que je n'arrive toujours pas à nommer. Ce n'était pas du remords. C'était un choc de voir que j'avais cessé de m'arranger pour la réconforter. Isabella a semblé furieuse jusqu'à ce que l'accusation passe l'enregistrement. Puis elle est devenue pâle. Entendre sa propre voix expliquer la destruction de quelqu'un d'autre a le don d'ôter tout éclat à une personne. Les condamnations ont été prononcées 6 semaines plus tard. Coupable sur les principaux chefs d'accusation, la restitution se chiffre en millions, les avoirs sont gelés. La fondation de la famille Bennett a été dissoute sous la supervision du tribunal. Isabella a perdu sa licence d'agent immobilier avant même que la sentence n'ait été prononcée par le conseil d'administration de l'État. Le juge, une femme suffisamment âgée pour ne pas être impressionnée par le pédigré, a déclaré que la charité utilisée comme camouflage de la cupidité restait de la cupidité, et que le sang utilisé comme levier restait de la maltraitance. Ma mère a été condamnée à 7 ans de prison fédérale. Isabella a également écopé de 7 ans, plus des pénalités supplémentaires liées à la falsification des déclarations de courtage. Leur maison de ville a été vendue. Leur maison de vacances à Sun Valley a été vendue. Le nom de la famille est sorti des murs des bailleurs de fonds dans toute la ville à une vitesse étonnante. La haute société ne pardonne pas le scandale. D'autres m'ont posé des questions sur les marches du palais de justice. Me sentais-je justifiée? Me sentais-je coupable? Pensais-je que la prison était trop dure pour la famille?
Je leur ai dit la vérité. J'ai dit que ce n'était pas moi qui avais envoyé ma mère et ma sœur en prison. Ce sont leurs choix qui l'ont fait. J'ai juste été la première personne de cette famille à cesser de nettoyer le langage autour de ce qu'elles avaient fait. Puis je me suis éloignée des microphones parce que certaines fins ne sont pas améliorées par la répétition. Emma attendait sous un parapluie noir avec Margaret, arborant l'expression sérieuse qu'elle prend lorsqu'elle sent que les adultes prétendent que tout est simple alors que ce n'est pas le cas. Elle a demandé si c'était fini. Je me suis agenouillée pour que nous soyons au même niveau et je lui ai raconté la partie que les enfants méritent d'entendre dans un langage simple. J'ai dit, la partie mensonge est terminée. La reconstruction commence maintenant. Elle a réfléchi, puis a glissé sa main dans la mienne et a dit, bien. Je préfère la partie reconstruction. Dans les mois qui ont suivi, je ne suis pas devenue un saint. Ni le genre de milliardaire que les magazines aiment photographier à côté d'escaliers en verre et de mots comme résilience. J'ai été très occupée. Grande Dynamics avait besoin d'une véritable politique d'éthique, de la transparence des fournisseurs, d'audit de travail et d'une équipe de conformité dotée d'un véritable pouvoir. J'ai financé un programme d'urgence pédiatrique à Seattle pour les familles refusées ou coincées entre le traitement et l'argent, parce qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à entendre le mot « dépôt » en tenant un enfant fiévreux. J'ai également relancé discrètement une version plus petite de ce qu'avait été Econest, non pas en tant que marque de vanité, mais en tant que ligne au sein de la division de logistique des consommateurs de Grant, construite autour d'un approvisionnement honnête et de contrats ouverts. Emma a eu sa chambre violette, comme celle qu'elle avait l'habitude de dessiner sur du papier de bibliothèque et de coller sur le toit de notre SUV. Certains soirs, elle me demande encore si je me souviens du vaisseau spatial. Je lui dis que oui, parce qu'oublier serait une autre forme de trahison. Le plus étrange dans la vengeance, c'est que les gens pensent qu'il n'y a que du feu. Parfois, la partie la plus satisfaisante est le calme qui suit. Le ramassage scolaire, la course à l'épicerie, le son de votre enfant dormant dans une chambre chaude alors que les personnes qui vous ont enseigné la peur ne contrôlent plus la température de votre vie. S'il y a une leçon à tirer de ce qui m'est arrivé, ce n'est pas que l'argent sauve les gens. Ce n'est pas le cas. L'argent change le décor. La vérité change la structure. Une autre leçon est que la famille ne se définit pas par qui partage votre nom de famille. Elle se définit par la présence de ceux qui continuent à se manifester lorsque le fait de vous aimer n'est plus très pratique. Peut-être que la leçon la plus importante de toutes est la suivante. Le silence peut sembler noble lorsque vous essayez de maintenir la paix, mais lorsque le silence protège la cruauté, il cesse d'être de la gentillesse et devient une permission. J'ai appris cela trop tard pour sauver la vie que j'avais, mais pas trop tard pour en construire une meilleure pour ma fille. Aujourd'hui, Emma a un lit sûr, un manteau chaud et une mère qui ne confond plus l'endurance avec la capitulation. C'est le seul héritage que je tiens vraiment à transmettre. Hope y'all are having a good Monday. Got the rest of my Monster. I've got me a Diet Coke and I got water. So I have my 3 drinks that I need to get through my day. And we'll be on our way. I'm hoping to have a very productive day in Red Dead. We'll see how well I'm able to accomplish that. But enough out of me. Let's get into the game. Here we go. Roanoke. Oh, hi, Sir Ket. Ooh, you know what I also added this morning? I added in text-to-speech. So now you have your daily omen that you can do for 1 little coin, and then I have text-to-speech for 100 coins, I think I did. Hi, Eric. How are you? How's everybody's day? Hope it's good. How was your weekend? Where the fuck am I? I was gone for 1 day. Oh, the statues. That's right. I ended up the statues. Okay. So, get rid of that marker. Hi, Mia. How are you? Happy Monday. You know what? Since I'm up here, I'm going to go try to get these 2. We're going to try to do that. For sure, for sure. Let's see how well I can handle this moose. What do you think? And let
doing well. Weekend was cold and rainy. Ours was hot and sunny. We went to a lilac festival and saw really pretty flowers. And I tried posting them on Instagram, but I kept getting an error. So, you know, such is life. I'll just keep trying to repost it. You're good, just relaxing a bit between tasks. That's always nice. Thanks, Run of Terror. I appreciate it. I hope you're having a good Monday. Start off to the week. Do you guys consider Sunday or Monday to be the start of the week? I think I consider Monday the start of the week for me. Oh, thank you for starting the likes over on TikTok. I appreciate that. Monday? See, that's what I'd be saying. That's what I'd be super saying. I don't. Monday is the start of the week, or Sunday is the start of the week, and Monday is the start of the work week. Now, you're not wrong. You work 7 days a week? You love the smell of lilacs? For you, Monday is the start of the week? Yeah. Hey, what are you doing, buddy? I know you now. Better watch it. What have we got here? Okay. You're about to get shot to pieces. You know that? Shut up. See you He threatened me. She does need sleep. 7 days a week is crazy work. I hope you get rest and relaxation. He didn't even have anything on him. You're doing all right getting a lot of stuff done. Oh, that's good. We love productivity here. I'm doing good. On top of going out and touching grass and spending time with my mans. Oh, are you ready for this? Are you ready for this? Do you have a skull? Do you have a skull? Anyways, on top of going out and like experiencing life, I got a lot of stuff done for the weekend or for the stream and stuff. So that's the other thing. So I added a new channel point. That's only one channel point, and it's your daily omen. So when you come into the chat, you can always just redeem that and see what kind of day you're gonna have. There's like 5 options. He said, yes, you're also laying in bed and waiting for work to come in, so it balances itself out. You're not busy 24/7. That's good. That's good. You have a blessed omen. Your vibes are immaculate. Look at that. I also included text to speech too. We got text to speech. Good morning. I'm sorry, TikTok. My chatbot just updated. Good morning, Soggy Wonder Bread and Nick. How are you guys doing over there? My chatbot is really delayed sometimes. I am so sorry for that if you've been there for a minute. You think it's lying to you? No. The chatbot oracle knows all. You make your own schedule as long as your deadlines are done. You can sleep when you want. Oh, you know what? That works out. I like that for you. You also have a blessed omen. Yep. What? My horse is being real dumb. What do we got here? Easy. 1K in under 3 minutes? Oh my god, your poor fingies. Thank you so much for all the likes. Ooh, a good omen. Did you catch up to chapter 10? No, I ended at chapter 9. I stopped at 9. Someone was home at one point. I'm going to read the last 2 chapters today. What? It's tonight! We're meeting for our book club tomorrow. Oh, also, this weekend, I got my Discord all set up. So that's ready and available for you guys to join. It is bare bones, but it exists. What is this? That elk be yelling? Oh, I'm in for a time? Yeah, the last place I left off was she just got him
the bank account with all the cash and money. And you know what I love? Okay, I shouldn't talk about this. We need to talk about this tomorrow. You'll see me later? All right. Thanks for stopping by. Appreciate you. There's got it. No. Let me read that map. Railroad of the United States. New Austin. I've been there. Get this shit. I'll take your canned fruit. He's not home. He doesn't need it, right? Oh, a chesticles. What a time to be alive back then. It really was a crazy time. I see that gun oil. I want that gun oil. Thank you. I really don't want to be alive during this time. Just putting that out there. How do they keep records or anything? Books and ledgers. And a lot of fibs. A lot of just trust me on this. Wink, wink, nudge, nudge, pass a buck. What's this? Biscuits? I don't want your biscuits. You could have just built a house and lived in peace. Girl, Yep. you and me both. That's still all I want. Just let me have a house and leave me in peace, please. You know what a bitch still hasn't got? A perfect bunny and a perfect squirrel. I could take down all these big game animals, but I can't take down a bunny or a squirrel. I don't know what that says about me. Idiot. Hey, what? Don't steal women. 2K likes. Thank you so much. Anyways. Squirrel first. I don't know if I'll be doing that today. I might. I'm only going to be streaming for maybe 4 to 5 hours today just because I got plans tonight. But, we hanging. We here. Tomorrow, long stream. Also, do you guys want to watch me and Cirquette be dumb before I play this game? Are you really gonna leave me tied up like this? Because when I raided Cirquette, a couple of you people